Bienvenue dans la série Les Experts Hyper. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Hélène Vecchiali. Elle est psychanalyste, auteure de plusieurs livres, dont Le silence des femmes, ou encore Mettre les pervers en échec et maths. Elle est coach de hauts dirigeants, mais aussi consultante en ressources humaines. Elle viendra nous parler de son nouveau livre, Un zèbre sur le divan. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 14e interview de la série Les Experts Hyper. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Vecchiali, qui est psychanalyste et qui vient nous parler de son dernier livre que je remontre ici pour tout le monde. Hélène m'a fait le plaisir de m'envoyer une jolie dédicace en me parlant du safari qu'elle a organisé dans son livre avec une super couverture. Et le sous-titre, c'est « Comprendre le mal-être de certains surdoués de l'enfance à l'âge adulte ». Moi, ça me rappelle un petit peu aussi l'intention d'Alban Bourdi dans son dernier livre de parler des différentes phases de la vie d'un zèbre. Et Hélène, donc tu as écrit pas mal de livres, dont un livre dont on parle pas mal qui s'appelle Le silence des femmes, parle notamment des agressions faites aux femmes, pour faire un petit raccourci. Alors, dans ce livre-là, c'est un petit peu différent et on va parler de la structure du livre. Moi, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne notamment les femmes HPI à déployer leurs ailes, à déployer leur potentiel, et on verra aussi dans ton livre pourquoi parfois on n'arrive pas à déployer ses ailes. C'est ça qui est très intéressant et très bien expliqué dans ton livre. Alors, bonjour Hélène, tout d'abord. Bonjour Sandrine, merci de cette invitation. J'espère que tu vas bien. Donc, on va commencer par, tu peux nous parler peut-être un peu plus de toi. Ça fait combien de temps que tu écris des livres? Ça fait combien de temps que tu es psychanalyste? Pourquoi peut-être tu as choisi cette vocation? Et puis, nous parler aussi tout simplement de la jeunesse de ce livre. Pourquoi ce livre spécifiquement maintenant sur les zèbres liés à la psychanalyse, donc ton métier? Et puis, nous parler peut-être un petit peu des personnages qui font l'originalité de ce livre. Je suis Hélène Vecchiali. J'ai écrit ce livre parce que pour deux raisons principales. La première, c'est parce que je voulais mettre à mal le cliché des hauts potentiels intellectuels bêtes de foire, et je vais y revenir. Et la deuxième, c'est d'expliquer pourquoi certains hauts potentiels sont malheureux et certainement pas en raison de leur surdouance. Pour ce qui concerne la première raison, si je te dis, alors toi certainement pas, mais si je dis, parce que tu es au courant, mais si je dis à des gens quelle première image vous vient quand je vous parle de surdoués, eh bien on se rend compte que la première image qui leur vient, c'est si je jette une boîte d'allumettes à côté d'eux, en 10 secondes, ils vont pouvoir me dire le nombre exact d'allumettes qui sont par terre. Donc cette idée au potentiel intellectuel bête de foire vraiment me déplaît souverainement. Et donc, ça me paraissait important d'expliquer que ça n'avait rien à voir avec ça. Et le deuxième point, c'est que dans l'esprit des gens et aussi des hauts potentiels intellectuels, eh bien, la surdouance est un vrai malheur et que c'est une vraie catastrophe de porter ce poids. Or, pas du tout. Il y a énormément de hauts potentiels qui sont heureux et certains sont malheureux en raison de leur enfance difficile. Et c'est sur ce point-là aussi que je me suis focalisée sur mon livre. En préambule, je voudrais vraiment préciser que j'ai pris grand soin à ne pas faire de généralité. Je parle, d'ailleurs, mon sous-titre est explicite, c'est comprendre le mal-être de certains surdoués. Donc, pour moi, c'est vraiment important de ne pas généraliser et de ne pas dire tous les surdoués qui sont malheureux en raison d'une enfance difficile. Voilà, c'était primordial pour moi. Oui, bon, en plus, ton métier comme le mien, c'est d'accompagner des gens qui viennent aussi parce qu'ils ont un problème. Donc,
On parlait aussi de ce biais, en fait, dans les cabinets de psy et autres, d'avoir des gens qui viennent aussi parce qu'ils ont des choses à travailler. Donc, c'est normal que nous, on puisse témoigner de tout ça, peut-être encore plus que les autres, parce que les surdoués heureux qui réussissent parfaitement ne sont pas dans les cabinets de psychanalyse ni de thérapie, bref. Donc, c'est important de préciser que je n'ai plus de cabinet de psychanalyste. Maintenant, je suis coach de hauts dirigeants et de comité de direction. Mais je reste psychanalyste parce qu'on le reste toute sa vie et en particulier pour pas perdre ce contact avec la psychanalyse qui me passionne et qui, moi, m'a sauvé ma vie. Eh bien, j'écris des livres psy et je reste en contact avec le milieu psy. Absolument. Alors, l'originalité justement de ce livre, c'est que c'est un petit safari avec deux beaux zèbres, deux protagonistes. Alors moi, je suis intéressée pour savoir si ces zèbres ont existé vraiment ou tu as décidé justement de leur donner deux noms parce que voilà, c'est comme dans un roman. Donc, il y a Henri, qui est quand même le personnage principal, et sa compagne Sylvie, qui racontent au fur et à mesure, en fait, leurs expériences, comme tu dis, uniques de zèbres. Et on voit bien d'ailleurs, à travers leur couple, la disparité aussi entre un homme et une femme zèbre. Oui, j'ai voulu faire une structure originale qui est mi-roman, mi-essai. Donc, avec l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et pour chacun de ces chapitres, raconter le quotidien, et puis ensuite raconter comment psychanalytiquement ou philosophiquement ou sociologiquement on peut expliquer ce qui s'est passé de bien ou de moins bien dans chacune de ces étapes de la vie. Donc, c'était vraiment important pour moi de pouvoir écrire des choses concrètes, raconter des choses concrètes sur la vie des hauts potentiels intellectuels, et puis ensuite de faire un travail analytique avec tous les concepts qui pouvaient permettre d'éclairer ces chemins. En fait, ce que j'aime bien faire aussi, c'est commencer toujours aussi cette interview avec la définition du haut potentiel pour toi, puisqu'on sait très bien que voilà, il y a des milliards de définitions, il y a ce fameux zèbre de Jeanne Siofachin, mais il y en a plein d'autres. On parle aussi de complexe de laminaire. Donc moi, je voudrais juste que tu nous réexpliques, toi, en tant que psychanalyste, justement, ta définition du zèbre. Alors pour moi, un haut potentiel intellectuel ou zèbre, on n'a pas encore trouvé, je crois, de mots pour définir qui conviennent à tout le monde. Je dirais que c'est une intensité. Un haut potentiel intellectuel, c'est une intensité. C'est une intensité intellectuelle, émotionnelle, sensorielle, créative. Mais c'est aussi une intensité dans les valeurs. La justice, la loyauté, l'engagement, la fidélité. Et c'est aussi une intensité dans les questionnements sur les questions existentielles. La mort, la solitude, la maladie. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là. Et donc tu me diras, oui, mais... moi, telle personne a une intensité émotionnelle, une autre a une intensité créative, une autre est arc-boutée sur ses valeurs, une autre a une grosse angoisse de mort. Ce qui fait la particularité des hauts potentiels, c'est l'accumulation de tout ça. C'est-à-dire que cette intensité, elle est partout. Elle n'est pas juste là ou là. C'est que l'intensité est absolument partout. Et l'intensité du cerveau aussi. Avec une nuance, c'est que cette intelligence, je la prends au sens étymologique du terme, intelligare, qui veut dire percevoir, comprendre. Donc, c'est pas du tout quelque chose de quantitatif, cette intelligence, c'est quelque chose de qualitatif. C'est cette particularité de peut-être plus que d'autres faire des liens, percevoir, comprendre, plus toutes ces autres intensités. Voilà, je crois que ça serait pour moi la définition la plus juste de ce que c'est un haut potentiel intellectuel. Ok, superbe. Et de manière très intéressante aussi, tu fais très bien la distinction
entre la surdouance et tous les traumas que n'importe qui peut avoir dans sa vie. Et en fait, comment tout ça peut s'entremêler, et c'est là où je pense la perspective psychanalytique est très intéressante, et comment finalement, sur un divan, un zèbre peut arriver presque à enlever toutes les couches de surdouance ou de trauma, arriver à faire le tri entre des souffrances qui viennent uniquement de son potentiel ou d'autres qui viennent de traumas de l'enfance. Et là, on en a tous. Et ça, j'ai trouvé que c'est le livre qui illustrait peut-être le mieux cette perspective-là. Et moi, j'aime bien l'idée, quand on vient voir un spécialiste, un zébrologue, comme tu le dis, d'arriver à comprendre quelle couche appartient à quelle couche et aussi de voir qui peut cacher quoi. C'est vrai que derrière une surdouance, des fois, il y a des traumas, mais il y en a même peut-être plein d'autres. Donc, c'est qui cache quoi. Il y a aussi des troubles, des fois 10, des troubles de l'attention. Donc, on se rend compte qu'en fait, de la complexité de la douance alliée à des traumas. Oui, complètement. Donc, c'est bien sûr très difficile de trier, hein, mais j'ai essayé de le faire. Ce qui me paraît important, c'est de comprendre que cette surdouance pour ces zèbres malheureux, c'est un cadeau paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois, ça les a sauvés de cette enfance malheureuse et à la fois, ça a décuplé toutes leurs émotions négatives. Donc, je m'explique. Ils ont été sauvés parce que dans ces familles, Henri et Sylvie, dans ces familles où ils ont eu des grosses difficultés affectives, eh bien, ils avaient en eux un lieu de refuge. Ce surinvestissement intellectuel, c'était un lieu de refuge. Je ne trouve pas d'autre expression. Tu parles même, je crois, d'une bulle d'évasion. Voilà. Hein, donc, cette bulle-là, constante, leur a permis la continuité du sujet malgré les aléas dans cette famille. Donc, c'est précieux. C'est-à-dire que grâce à ça, ils ont pu résister. Je donne par exemple l'exemple de Blaise Pascal et de Albert Camus, qui tous les deux ont eu des enfances difficiles. Hein. Blaise Pascal, sa mère est décédée lorsqu'il avait 3 ans. Albert Camus avait une maman qui était à moitié sourde, illettrée, et donc une famille où ils se sentaient vraiment très seuls. Et bien, tous les deux, en surinvestissant leur intellect, ont tenu la barre, ont résisté. Donc, un cadeau. Mais par ailleurs, comme la haute potentialité offre tout un tas d'intensités d'émotions, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, toutes ces émotions sont décuplées et fait qu'il y a cette souffrance qui est bien plus grande que pour d'autres enfants qui vont vivre effectivement des traumas identiques. Donc, c'est important d'entendre que c'est un cadeau malgré tout, mais un cadeau paradoxal. Si je poursuis cette réflexion sur cette enfance malheureuse et ce cadeau paradoxal, je crois que ce qui est important au niveau de l'enfance, c'est de noter que ils ont eu des traumatismes. Donc, Henri a sa maman qui fait une dépression nerveuse parce que son grand-père maternel est décédé. Donc, il avait 4 ans quand tout d'un coup, sa maman devient un fantôme. Je parle de deuil blanc, c'est-à-dire qu'une présence-absence de cette maman. Donc, c'est vraiment douloureux. Cette maman avec laquelle il avait des liens très fusionnels importants, tout d'un coup se dérobe. Et c'est une immense douleur. Et comme il est fils unique et que son père vit très mal cette dépression, eh bien, la solitude est immense. Et de son côté, Sylvie est la 3e enfant d'un couple qui voulait divorcer au moment de sa naissance, et donc une enfant non désirée. Donc, ces 2 zèbres-là vont vivre des traumatismes connus, hein, le traumatisme psychique, la dépression d'une mère, d'être non désirée, d'avoir des parents qui se comportent difficilement avec eux. Mais ils vont avoir à subir quelque chose de plus sournois, de plus indicible, c'est les traumatismes du non-advenu. Et ce concept du traumatisme du non-advenu, il me paraît important parce que ce sont des traumatismes dont on ne parle pas, qui sont les traumatismes de ce à quoi ces enfants-là avaient droit, mais qu'ils n'ont pas eu.
Donc, le traumatisme de quelque chose d'invisible, c'est-à-dire tu existes, d'une danse affective avec sa maman, de projets qui n'ont pas été portés, d'écoute singulière, tu es présent dans ma vie et c'est important. Winnicott dit qu'il y a deux sortes d'enfants, ceux qui ont été portés et ceux qui ont été laissés tomber. Ceux qui ont été portés par des parents qui vont les entourer, qui vont vraiment les encourager et être présents pour eux et leur montrer leur importance dans leur vie. Et puis ces enfants qu'on a laissés tomber et dont on va pas vraiment s'occuper, qui vont être un peu comme des colis en souffrance, comme il y a à la poste, des colis qui sont là et dont personne s'occupe. Et ça, ce sont des traumatismes qui sont bien plus difficiles à déceler puisque c'est invisible. Et donc, les enfants ne savent pas ce dont ils ont manqué puisqu'ils ne l'ont pas eu, mais que ça fait pas de bruit. Donc, c'est ça que j'ai voulu expliquer et démontrer dans la petite enfance des deux protagonistes. C'est ce que je retrouve souvent aussi, j'appelle ça nous aussi une blessure d'abandon invisible, c'est-à-dire que c'est pas un abandon physique. Donc intellectuellement, c'est hyper compliqué de comprendre qu'il y a eu abandon. Et je trouve ça assez beau quand on arrive à mettre le doigt dessus, même parfois, moi, des fois en hypnose, et de se dire, mais si, en fait, j'ai subi ça. Et j'ai subi cet abandon, peu importe la nature de l'abandon, qui est des fois, comme tu dis, aussi un deuil blanc. C'est vraiment très intéressant. Et alors, justement, si on parle maintenant de l'enfance, on va repasser en fait les différentes étapes de la vie d'un zèbre sans tout révéler de ton livre, évidemment. J'ai trouvé aussi intéressant, et je l'avais repris dans une vidéo, cette idée d'enfant thérapeute, cet enfant qui montre des signes de précocité au niveau intellectuel et qui du coup peut devenir un petit peu voilà, dans la famille, la personne qui décode très vite les adultes et qui du coup se retrouve dans un rôle qu'elle n'a pas forcément demandé, mais qu'il fait volontiers en plus avec sa grande empathie. Oui, tout à fait. C'est la parentalisation, c'est très dur à dire, tiens. La parentalisation des enfants. Des enfants qui ne sont pas HPI ont aussi malheureusement ce rôle à jouer, mais là pour le coup, c'est vraiment important pour ces deux personnages. Et d'ailleurs, Henri à un moment dit « je suis né vieux ». C'est vraiment quelque chose de lourd à porter, c'est-à-dire que très vite, ces deux enfants se rendent compte qu'ils sont plus matures que leurs parents, qu'ils ont cette intuition qui leur permet de percevoir que si c'est pas eux qui prennent leur vie en main et si c'est pas eux qui protègent leurs parents, ça va très mal se terminer. Et donc, il y a cette parentalisation qui est vraiment très lourde parce que de fait, elle les prive de leur enfance, de leur adolescence et de l'insouciance. Bien sûr. Et justement, quand on parle de ça aussi, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé très tôt chez moi, dès l'âge de 5-6 ans, une prise de conscience de la mort aussi différente, où là, c'est assez perturbant, même d'une forte nostalgie, alors qu'on a que 6 ans. Nostalgie de quoi? C'est assez compliqué. Et ça, tu en parles très bien aussi. Oui, cette angoisse de mort très tôt. Henri se rend compte qu'il y a une finitude et il se dit, alors qu'il est tout petit, il se dit mais comment ils font les autres? Comment font tous ces gens pour ignorer qu'ils vont mourir? Et c'est vraiment vraiment important. J'explique d'ailleurs à un moment, je parle assez souvent de Camus. Camus dans le Sisyphe dit la question finalement, la seule question philosophique importante, c'est la question du suicide. C'est la seule question, c'est-à-dire à partir du moment où on est là, où on sait qu'on va mourir, est-ce qu'on accepte de vivre ou est-ce qu'on dit c'est tellement insupportable que je vais arrêter. Donc c'est vraiment cette angoisse de mort, je crois aussi que c'est ce qui nous caractérise. Et d'ailleurs, je réalise que j'ai pas répondu à ta question concernant Henri et Sylvie, où tu me disais est-ce que ce sont des cas inventés. Henri et Sylvie, c'est moi. D'accord. Donc en particulier Henri. Et j'ai voulu, pour me détacher, prendre le genre masculin. Et donc, c'est un mélange des deux. Je suis à la fois Henri et Sylvie. Donc,
je suis devenue schizophrène en écrivant, en me dédoublant. Et je me suis dédoublée pour avoir assez de recul sur l'histoire. Donc, si je reviens à ta question, oui, effectivement, l'angoisse de mort est présente. Et très souvent, chez les hauts potentiels intellectuels, il y a cette anticipation des catastrophes, c'est-à-dire qu'on sait que des choses peuvent arriver, et c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire pour s'en dégager, parce qu'à partir du moment où on a décidé de vivre et où on ne sait pas vivre autrement qu'intensément, eh bien, il faut s'en donner les moyens en essayant d'écarter le plus possible tout ce qui est trop douloureux et angoissant. Ouais. Et tu parlais aussi tout à l'heure de super intuition, et j'ai beaucoup aimé cette anecdote, alors je sais plus lequel des deux parlait de ça, mais de la perception très tôt dans sa vie, de la dissonance chez les autres qui est presque insupportable, et il parle même de sa nounou, je crois que c'est Henri, il dit « je ne veux pas de nounou, sa bouche ne dit pas la même chose que ses yeux ». Oui, c'est Sylvie. Ah, c'est Sylvie. C'est Sylvie, oui. C'est Sylvie qui dit ça, qui perçoit très vite les signaux faibles. C'est-à-dire qui a vraiment les yeux partout. Henri, à son cours de piano, à un moment, demande à son professeur mais pourquoi tu as changé, il a 4 ans, pourquoi tu as changé le napperon sous le vase? Et la professeure de piano lui dit mais c'est presque le même. Et lui avait repéré, alors qu'il jouait du piano, qu'il y avait un napperon et que le napperon avait été changé. Donc, c'est vraiment cette particularité de tout voir, tout entendre. J'ai un souvenir que je n'ai pas écrit dans le livre, puisque c'était pendant l'écriture et puis c'était ailleurs. Je discutais avec une femme au potentiel intellectuel dans un café, donc je la rencontrais, j'échangeais avec elle. On était toutes les deux dans le café et la discussion était intense. Et puis à la fin, au moment de se séparer, elle me dit vous avez vu? Et je lui dis oui. Et en fait, toutes les deux, on avait repéré qu'à un moment était arrivé, mais assez loin de nous, un enfant dont à l'évidence il sortait il avait été atteint d'un cancer, qui était chauve et qui était certainement avec sa maman et qui discutait pas très loin. Et donc on était en train de discuter, le serveur était venu, nous avait servi, on avait payé, on était à aucun moment il y a eu un blanc dans la discussion, et toutes les deux ensemble, alors que je n'avais pas vu ses yeux partir du côté de l'enfant, elle n'avait pas vu non plus les miens, et bien toutes les deux on avait perçu qu'il y avait un enfant en difficulté, en souffrance, pourtant assez loin de nous. Donc il y a cette capacité-là de rentrer dans un restaurant ou un bar et d'avoir balayé du regard toute la salle et de pouvoir donner des descriptions presque de chacun, tout en parlant, tout en discutant. Et là, pour le coup, dans le livre, je raconte Henri qui arrive dans un restaurant et qui se pose 4000 questions pendant tout le restaurant. C'est-à-dire, je décris tout ce qui se passe dans sa tête. Et puis à la fin, il dit, il doit bien y avoir des gens qui rentrent dans ce restaurant uniquement pour manger. C'est marrant. Oui, c'est vrai que c'est cette pensée scanner, hypervigilance en permanence, état d'alerte. Oui, et cette pensée en arborescence dont on a beaucoup parlé, avec toutes ces idées qui sont là en permanence, même pendant qu'on parle, même pendant qu'on regarde, même pendant qu'on sent. Donc c'est très surprenant, bien sûr. C'est ça qui est génial dans toutes ces petites anecdotes. Et alors là, très intéressant aussi dans la partie enfance, c'est finalement ce paradoxe entre, comme tu disais tout à l'heure, un surinvestissement intellectuel comme une bulle d'évasion pour se sentir bien, et en même temps ce phénomène d'inhibition intellectuelle. Je crois que ça a plusieurs noms, et moi j'appelle ça aussi le complexe de l'albatros, le côté je ne vais pas déployer mes ailes, et cette fameuse phrase d'un professeur qui dit, je crois à Henri, pourquoi vous retenez-vous autant d'être un élève brillant? Pourquoi ne vous autorisez-vous pas à déployer votre intelligence? Je crois que c'est clair. Oui, tout à fait. C'est son professeur de latin, Monsieur Mingotto, qui a été mon professeur de latin et qui effectivement m'a poussé. J'avais trouvé que le latin c'était pas intéressant, et il m'avait dit je vous enverrai au tableau. C'était pour scander un poème. Et donc j'avais dit non, moi la scansion du poème ça n'a aucun intérêt, donc je le ferai pas. Il faut savoir que c'était un professeur qui était très violent et très dur,
et qui tout d'un coup avait dit mais vous saurez. Et je le bénis parce que j'ai eu 16 au bac en latin grâce à lui, puisqu'on m'a proposé de scander des vers de latin, et vraiment j'ai réussi ça les yeux fermés presque. Oui, cette inhibition intellectuelle, je l'appelle aussi une anorexie cérébrale, c'est-à-dire que cette nécessité de se réduire, parce que tout d'un coup, on se rend compte que ça fait peur aux autres. C'est le phénomène bête de foire dont je parlais au tout début. C'est-à-dire quand tout d'un coup, les gens perçoivent qu'on est trop intelligent, intelligent, j'entends bien au sens que j'expliquais tout à l'heure, de compréhension, de perception, etc. Quand ils perçoivent cette intensité-là, ça leur fait peur. Ça leur fait peur, et surtout, ça les renvoie pour ceux, et malheureusement, c'est beaucoup de nos concitoyens, ceux qui n'ont pas trop confiance en eux, ils ont l'impression d'être rabaissés. Je donne l'exemple de Sylvie dans mon livre, qui discute avec sa cousine, et elle a une vingtaine d'années, elle discute avec sa cousine, et quand tout d'un coup elle parle de haut potentiel intellectuel, ce qui n'était jamais arrivé, sa cousine lui dit mais pourquoi ça t'intéresse? Sylvie hésite un moment et finalement elle dit mais parce que je suis au potentiel intellectuel. Et là sa cousine lui dit bah alors on va arrêter de discuter parce que sinon tu vas juger tout ce que je dis. Et Sylvie a eu beau se débattre en lui disant mais non, mais ça change rien. Sa cousine a raccroché et elle n'a plus jamais été en contact avec lui. C'est ce qui m'est arrivé. Alors bien plus tard, parce que moi j'ai découvert ma surdouance plus tard, mais c'est ce qui m'est arrivé et c'est un choc énorme. Bien sûr. Ce qui veut dire que je parle de coming out, c'est-à-dire nous ne pouvons pas faire de coming out parce que, ou alors à très peu de gens, parce que sinon il y a des réactions qui sont viscéralement de rejet et qui sont incroyablement blessantes pour nous et douloureuses. Donc il y a cette nécessité de réduire la voilure, parce que sinon, eh bien, on va être ostracisé et ça, c'est trop pénible. On se sent déjà décalé, donc si en plus on pousse les autres à nous rejeter, ça devient compliqué. Ouais, c'est une très bonne explication. Et toujours dans cette partie enfance, et là, je trouve que c'est important d'exprimer parce que je l'avais jamais vu comme ça aussi. Et ça me fait penser, dans cette société, on parle de plus en plus aussi de pervers narcissiques, alors que voilà, on sait très bien qu'il y a des niveaux de narcissisme. Et là, j'ai trouvé ça intéressant de se dire, ah oui, bon, le HP a tendance à rencontrer de ce genre de personnes, mais lui aussi a un narcissisme qu'il est important de détailler, que tu appelles le narcissisme primaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, j'ai écrit un livre sur les pervers narcissiques qui s'appelle Mettre les pervers échecs et maths, qui a toujours un immense succès, ce qui m'honore mais m'inquiète parce que je pensais pas qu'il y avait autant de victimes. Le haut potentiel intellectuel est souvent la proie de ces pervers narcissiques, en particulier les femmes, parce qu'elles ont une grande propension à materner, à vouloir sauver et à être avec cette intensité si lumineuse que le pervers narcissique a envie, bien évidemment, d'éteindre. Donc, c'est souvent des proies intéressantes pour le pervers narcissique. En revanche, j'explique que, comme je le disais tout à l'heure, tous ceux qui sont des hauts potentiels malheureux en raison de leur enfance, et bien sûr ce n'est pas tous, ceux qui sont des hauts potentiels intellectuels malheureux en raison de leur enfance vont se réfugier dans un surinvestissement intellectuel et vont avoir la nécessité de se dire il faut que je sois exceptionnel puisque je ne peux compter que sur moi. Donc, si je ne peux compter que sur moi, il faut vraiment que je sois solide. D'où ce narcissisme primaire, c'est-à-dire le narcissisme des petits-enfants qui disent je suis le meilleur, le plus grand, le plus fort. Voilà, c'est moi en mieux, quoi. Et donc, pour beaucoup, il y a cette nécessité de se dire si je ne peux m'appuyer que sur moi, si je suis mon seul tuteur, eh bien, il faut que je sois vraiment quelqu'un d'extraordinaire parce que sinon, je vais pas y arriver. Donc, il y a ce refuge dans le narcissisme primaire qui va aider, mais qui en même temps va isoler, puisque le bon narcissisme, c'est d'arriver au narcissisme secondaire, c'est-à-dire l'amour de soi et l'amour des autres.
et cet aller-retour entre amour de soi et amour des autres. Et après, si on passe à l'adolescence, alors évidemment, il y a des phénomènes qui s'amplifient, il y a une résilience qui grandit au fur et à mesure. Je crois que tu parlais aussi du syndrome, même pas mal, c'est-à-dire qu'on va se heurter encore plus violemment qu'à l'enfance à pas mal de choses, notamment la conscience de la mort, etc., l'angoisse les pensées sombres, etc., des codes difficiles à comprendre, on ne connaît même pas sa propre identité et on n'arrive pas forcément à comprendre les autres. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant, ma chaîne est aussi dédiée aux femmes, alors ce sujet m'interpelle beaucoup, c'est la triade des 3 A, anorexie, donc anorexie mentale, amaigrissement, aménorrhée. Moi, il y a quelque chose aussi qui très tôt est arrivé dans ma vie, justement, voilà, c'est assez personnel, mais maintenant je parle beaucoup plus de moi, une aménorrhée justement à un certain moment donné où ce corps de femme qui venait peut-être trop tôt, etc., est difficile et le mental a coupé les choses et c'est assez extraordinaire. Donc, je voulais que tu nous parles un petit peu chez ces jeunes filles de la force du mental qui peut amener à des maladies graves et sévères dont je pense qu'il faut vraiment parler. Oui, 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 je parle de l'anorexie mentale de Sylvie. De cette anorexie mentale qui survient, on se rend compte, alors je n'ai pas du tout de statistiques concernant les hautes potentiels intellectuels et l'anorexie mentale, je sais juste que ce qui est certain, et moi j'en ai eu dans mon cabinet, c'est que souvent les jeunes filles anorexiques sont très intelligentes. Elles sont très intelligentes et si je prends le cas de Sylvie, donc haut potentiel intellectuel, eh bien il y a quelque chose de l'ordre d'Antigone. Je fais la comparaison avec Antigone, c'est-à-dire Antigone qui tout d'un coup réalise qu'il y a une injustice terrible pour l'enterrement de son frère qui est refusé et donc elle trouve que la loi des hommes est injuste et que par conséquent elle va se battre pour cette justice. Je parlais en préambule de ma définition du zèbre qui est cette intensité. Eh bien, Antigone a une intensité incroyable et une intensité concernant le respect de ses valeurs et elle découvre que l'injustice est insoutenable et donc elle va se battre jusqu'à ce qu'on l'enferme. Son oncle Créon va l'enfermer entre 4 murs et elle va mourir. Et mourir de faim, par définition, puisqu'elle ne sera pas nourrie. Eh bien, je fais le parallèle avec les hautes potentiels intellectuels anorexiques, c'est-à-dire qu'elles réalisent toutes les doubles contraintes dans lesquelles on met ces jeunes femmes qui sont habille-toi de façon sexy, mets tes atouts en valeur, mais fais attention aux désirs des hommes, parce que les hommes sont dangereux, c'est tous des porcs et ils vont te sauter dessus. Il faut que tu aies des rondeurs, mais fais attention, ne mange pas trop. Il faut, enfin, toutes ces injonctions paradoxales que subissent les femmes en général, et les femmes à l'adolescence, qui se retrouvent avec tu dois rester jeune, tu dois pas manger beaucoup, tu dois être sexy mais pas trop, enfin et ça devient tellement compliqué qu'elles préfèrent s'auto-mutiler pour respecter leur valeur qui est moi je veux un monde juste et je veux pas devenir femme, donc je vais raboter tout ce qui fait mes rondeurs, mes fesses, mes seins, et puis je vais arrêter mes règles et puis je vais arrêter de manger et puis voilà, je vais avoir un corps presque de garçon jeune qui va rester toujours jeune, voilà. Donc c'est vraiment une réaction, j'allais dire, qui est presque logique et qui rappelle ce que je disais de Camus. La seule question, quand on a découvert qu'on mourait, c'était est-ce que je continue à vivre ou est-ce que je meurs? Et là, leur question, c'est est-ce que je continue à être une femme ou est-ce que j'arrête? Parce que toutes ces injonctions sont catastrophiques. Prenons un magazine féminin, n'importe lequel.
enfin, moi en tout cas, je sais pas toi, mais moi je suis catastrophée parce qu'on nous dit soyez vous-même. Maintenant, on commence à nous dire acceptez vos rondeurs et soyez fiers d'être vous-même. Et puis juste après, on a comment faire un régime pour perdre 5 kilos avant l'été. Et puis la cellulite, c'est une catastrophe. Or, la cellulite, c'est ce qui fait qu'on est des femmes. Il se trouve que hormonalement, si on n'a pas de cellulite, eh ben, on peut pas accueillir un enfant, on peut pas l'allaiter. C'est une ressource. Donc, soyez fiers de vos ressources, mais éliminez vos ressources. Donc, c'est insupportable. Donc, effectivement, l'anorexie mentale, j'allais dire, me paraît presque quelque chose qui prouve l'authenticité de ces jeunes femmes, sauf qu'il faut arriver à concilier ça et à s'ouvrir à nouveau à la vie et trouver son propre chemin de femme. Oui, et puis ça fait le lien aussi avec ce trait caractéristique d'hyper-contrôle, puisque finalement, à travers ces comportements alimentaires un petit peu déviants, c'est aussi une reprise de contrôle. Il n'y a que ça qu'on peut contrôler, donc on y va à fond. Et ce côté perfectionniste aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, ça permet pendant un temps d'allier plusieurs choses. Et en fait, c'est l'appétit de la mort, quoi. C'est vraiment l'appétit de la mort parce que tout d'un coup, la vie paraît tellement injuste que c'est compliqué de s'en sortir, quoi. Et intéressant, donc, après, finalement, à la fin, donc, Henri et Sylvie choisissent aussi leur zébrologue et entament un chemin, en fait, pour redécouvrir leur vrai self. Finalement, après tous ces faux selfs dans tout leur domaine de vie, on a vu affectif, familial, scolaire, social, j'imagine que le passage sur le divan, c'est vraiment la redécouverte de soi, d'accepter ses fonctionnements, etc. Oui. Et il y a 3 chapitres qui sont l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Et puis ensuite arrive un chapitre où j'ai voulu donner quelques vignettes de la psychanalyse d'Henri et peut-être montrer au lecteur ce que ça peut être une psychanalyse avec un zébrologue. Avec, bien évidemment, comme la psychanalyse d'Henri a duré 5 ans, j'ai pas raconté les 5 années, mais des petits endroits, quelle différence entre sauver et soutenir, les traumatismes du non-advenu, effectivement, et puis toute cette partie de l'abandon, de l'enfance, des douleurs, parce que Henri, avec une enfance pareille, on se rend compte que bien évidemment, dans ses relations avec les femmes, son projet était de les sauver, était de les guérir d'une dépression. Sa mère était en dépression, donc pour lui, une femme, ça doit être sauvée, mais bien sûr, ça marche jamais de sauver l'autre. Et Sylvie est un peu pareil, tous les deux ont une vie désastreuse pendant un petit bout de temps. Oui, voilà. Et donc c'est vraiment important. C'était important pour moi de montrer un peu à quoi ça peut ressembler une psychanalyse. Parce que on n'est jamais, quand on l'a pas fait, on ne sait pas trop, et souvent on prend ça comme quelque chose d'un peu extraordinaire ou magique. Et là, voilà, j'ai montré à plusieurs reprises comment ça pouvait fonctionner et surtout en raccourci le début où on voit Henri qui, comme beaucoup de gens qui font une psychanalyse, c'est-à-dire qu'ils viennent pour changer, mais surtout ils veulent pas changer. Et c'est sain. Et c'est sain. Ça veut dire que si on va faire une psychanalyse et qu'on n'a pas peur, c'est un peu inquiétant. Oui. Donc là, il est terrorisé et les premières séances, il est très violent avec son psy. Voilà. Et surtout, il lui dit, mais moi je viens parce que normalement un psy c'est muet. Donc vous vous taisez. C'est ça. Moi qui parle. Et quand le psy lui dit ensuite, le principe, c'est la libre association, dites tout ce qui vous passe par la tête, il est émerveillé en disant, ce qui me passe par la tête, moi je fais que ça toute la journée, donc allons-y. Et quand son psy tout d'un coup l'interrompt, il lui dit, mais normalement vous devez vous taire. Et donc le psy va devoir l'apprivoiser, apprivoiser le zèbre, pour pouvoir petit à petit, de temps en temps, placer un mot, parce que contrairement à ce qu'on pense, un psychanalyste parle,
mais il parle que lorsque c'est nécessaire. Si le patient arrive en disant le soleil brille, la pluie mouille, les cheveux poussent, le psy va pas parler. En revanche, s'il dit j'ai rêvé de ma grand-mère hier soir, ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est intéressant, on va pouvoir échanger un peu. Oui, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'il lui dit de se taire et en même temps, le zèbre, on l'a vu à travers quand tu parles de l'importance de l'écriture, de l'humour et des jeux de mots, les mots sont importants et l'échange et le dialogue, d'où l'intérêt après, j'imagine, quand ça commence à prendre de la jouissance intellectuelle de cet échange finalement. Oui, tout à fait, hein, oui. C'est important que tu dises, je parle beaucoup de l'humour et je raconte pas mal de choses drôles aussi parce que voilà, je sais pas écrire un livre sans qu'il y ait un peu d'humour et là il y en a beaucoup parce qu'il fallait faire passer plein de choses un peu difficiles. Oui, et dans cette psychanalyse, effectivement, il y a des moments un petit peu drôles ou des moments où il raconte des choses drôles pour pouvoir supporter les découvertes qu'il fait, les prises de conscience qui sont énormes et qui passent par le corps. La catharsis, c'est vraiment important dans un travail psychanalytique. Oui, puis l'humour, je pense que pour nous, c'est comme aussi une arme de défense. Moi, je l'utilise assez régulièrement quand j'ai besoin de me mettre à distance. Tout à fait. Et c'est un mode de survie parfois. Oui. J'ai tout un passage d'ailleurs où j'analyse les causes et les raisons de l'humour. Et oui, c'est important et ça permet des fois des pirouettes et de se sauver de situations où on n'a pas trop envie d'aller, bien sûr. Et ça fait le pont aussi avec, et ça m'a beaucoup fait rire parce que du coup, je me suis dit, tiens, je vais avouer enfin quelque chose au grand public. Les distractions inavouables du zèbre. Et cette fameuse, alors tu vas nous expliquer les concepts, dysynchronie de l'adulte, mais parfois, je sature tellement mentalement, et ça, je l'ai dit à personne, que parfois… Merci pour le scoop. Parfois, par période, donc c'est pas tout le temps, eh bien, j'ai besoin de me mettre une demi-heure devant un truc de télé-réalité dont je n'ai absolument rien à faire. Mais des fois, je suis fascinée par la pensée, on va dire, simple et simpliste même de certaines autres personnes. Et ça me fait un bien fou, mais comment dire ça aux autres? Oui, il y a une jeune femme, lorsque j'ai fait la signature de mon livre, il y a une jeune femme qui est venue me parler et qui m'a dit enfin, je vais pouvoir avouer que je regarde Plus belle la vie. J'avais honte. C'est pareil, c'est-à-dire ce cliché du haut potentiel intellectuel qui est toujours brillantissime. Si tout d'un coup vous dites, moi je regarde Cyril Hanouna ou la télé les Marseillais ou un truc comme ça, enfin, ou des séries Z complètement ou des films américains sur Noël, eh bien on a l'impression qu'on va déchoir, quoi. On va tomber de notre piédestal et on veut bien tomber de notre piédestal, mais d'un autre côté, on voudrait être accepté comme on est. Et donc c'est vraiment drôle, mais ce sont des moments qui sont un petit peu similaires à ces moments où on est hyper concentré sur quelque chose, ce qui s'appelle un état de flow. C'est-à-dire ces moments, alors cette expression état de flow, ça a été créé par un psychologue hongrois dont je suis incapable de prononcer le nom, tellement il y a de Z, de Y et de W. Et donc, il a inventé état de flow qui sont des moments où on s'octroie des shoots de bonheur. Voilà. C'est-à-dire, moi, par exemple, quand j'écris, je suis en état de flow. C'est-à-dire que l'immeuble peut brûler. Moi, je suis vraiment dans mon trip là et je me régale et je suis complètement concentrée. Et voilà, ça me permet… à l'état d'hypnose, je trouve. Oui, voilà, c'est des moments, moi aussi j'ai une formation en hypnose ericksonienne et c'est des moments d'état de conscience modifié où on est vraiment… immergé, voilà. Et donc, c'est des moments où il y a un lavage de cerveau parce que tout d'un coup, au lieu de partir dans tous les sens, d'être en surébullition, là, tout d'un coup, c'est centré sur un seul point. Et pareil, quand on regarde des choses inavouables, eh bien, c'est tellement surprenant pour nous, le niveau de simplicité, voire de bêtise, c'est tellement surprenant que on s'octroie un petit shoot de bonheur parce que tout d'un coup… Surprenant et fascinant à la fois. C'est comme si on allait chercher quelque chose
parfois en se disant, oui, je regarde, est-ce que c'est possible aussi d'être comme Oui, ça oui, parfois? pour nous, c'est des extraterrestres. Hein, et donc, tout d'un coup, on a un électroencéphalogramme plat, quoi. On est là et ça Ça fait du repose. bien. Ah, Oui, ça fait ça du fait du bien. bien. Ça fait du bien. Donc, Mais il faut ça, du temps. c'est… Il faut du Oui, temps pour l'avouer parce que nous, on se trouve même honteux vis-à-vis de nous-mêmes, quoi. On se dit, mais quand même, t'en es pas arrivé là. Mais ça fait du bien, bien sûr. donc Et ça, de j'ai pouvoir le trouvé que… partager. Merci, Oui, Sandrine. Oui. j'ai trouvé que c'était vraiment sympa en tout cas, toutes ces anecdotes parce que bon, chacun peut s'y reconnaître à différents endroits. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas des distractions inavouables, mais voilà. Et puis, je voulais qu'on finisse aussi sur l'âge adulte, hein, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, même Fabrice parle, hein, c'est cette histoire du deuxième cerveau qui est très important pour les zèbres. Hein, et on voit dans la vie de Sylvie et Henri que bah, c'est une vie, entre guillemets, je ne vais pas être très glamour, mais d'intestin fragile. Il y a une fragilité émotionnelle qui se retrouve beaucoup dans ce réacteur de centrale nucléaire. Et ça, tu en parles aussi très bien. Oui, oui, oui. Et là, ils ont la double peine parce Mmh. que on sait que quand les enfants ont une enfance difficile, et en particulier quand ils ont été portés par une maman qui était dépressive comme Sylvie, eh bien, ça a une incidence sur les intestins. Mmh. Mmh. Donc, comme en plus les hauts potentiels intellectuels ont souvent des intestins fragiles, eh bien là, ça fait vraiment donc c'est compliqué et tous les deux à l'âge adulte, hein, quand ils se rencontrent, Henri et Sylvie, et qui se rencontrent sur le mode de l'humour d'ailleurs, eh bien ils ont ces intestins fragiles et il y a tout un travail à faire pour arriver à s'apaiser et apaiser ces intestins. Et donc j'ai interviewé en particulier Denis Richer, qui est un nutritionniste au potentiel intellectuel et spécialiste Mmh. justement de ces intestins et qui vraiment a répondu à cette interview pour soutenir ce travail au niveau des intestins et du microbiote. Oui, alors ça fait le pont aussi sur la deuxième particularité pardon, du livre, qui est aussi à la fin d'avoir trois interviews d'experts aussi, une interview tu vas nous parler de Cédric Villani, pour nous dire aussi à quel point voilà, on peut être heureux. Donc pourquoi avoir choisi ces trois experts et Cédric? Alors, Cédric Villani clôt mon livre parce que c'est un haut potentiel heureux. Donc, Mhm. comme mon livre est sur les hauts potentiels malheureux, je voulais donner un contre-exemple. Et donc, je suis très honorée qu'il ait accepté de jouer le jeu et de répondre de façon très honnête et très simple à mes questions. Et juste avant, il y a trois experts. Donc, il y a Denis Richer, dont je viens de parler. Il y a Fabrice Michaud, hein, qui n'est plus à présenter et qui est un très haut potentiel intellectuel pour le coup et que je voulais interviewer pour avoir son éclairage. Et puis, de façon peut-être plus originale, il y a Robert Cadouche, qui est Mhm. un concertiste, pianiste, professeur de piano, qui a inventé l'école Cadouche et qui est lui-même au potentiel intellectuel et qui reçoit beaucoup d'enfants au potentiel intellectuel. Et donc, j'étais intéressée par son regard sur la haute potentialité et sur le fait qu'il expliquait combien le piano pouvait justement faire office d'état de flow pour les hauts potentiels intellectuels, parce que tout d'un coup, ça réunissait toutes les harmonies et ça permettait effectivement de prendre ce temps, de se concentrer sur quelque chose avec une immense richesse, beaucoup de sons qui se rejoignent pour quelque chose d'harmonieux. Donc ça m'a Oui, et paru puis, vraiment ouais. important. Et puis ça rejoint aussi le côté, le fait que l'artistique soit aussi une façon pour le surdoué de sublimer en fait cette question de la mort. En fait, à un moment donné, il faut bien la transformer cette question. Et je trouve que Oui. tout ce qui est artistique, en tout cas pour moi, a vraiment cet effet-là. Oui, oui, et avec humour, je dis que les touches du piano rayées noir et blanc, c'est pour nous, quoi. Mm, mm. Complètement. Et alors, ce que j'ai bien aimé aussi, et on va conclure aussi avec cette métaphore finale, hein, on peut évidemment être un surdoué heureux, même après beaucoup de traumatismes.
Et cette belle image de l'art du kintsugi, qu'on peut réexpliquer, peut-être que tu peux toi réexpliquer aux personnes. Oui, c'est assez joli comme. Ah oui, j'aime beaucoup cette métaphore. Le kintsugi, c'est un art traditionnel japonais qui permet aux artisans de réparer des objets cassés, par exemple un vase, hein, de le réparer avec une colle qui est agrémentée de laque poudré doré. Donc, toutes les fissures vont être très visibles et même plus que visibles puisqu'elles vont être sublimées avec du doré. Et donc, l'objet est magnifié. Et voilà, donc je pense que toute personne, au potentiel ou non, qui a réussi à cicatriser ses blessures, peut être fière de ses blessures et les mettre en avant avec cette laque dorée. Et je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, c'est tellement beau que à un moment, au Japon, ils cassaient des vases qui n'étaient pas cassés pour pouvoir les sublimer avec de la colle. Donc, j'invite pas les gens à se faire mal pour se cicatriser. Ne le prenez pas littéralement. Non, ne le prenez pas au premier degré. Mais je trouve que cette métaphore, elle résume bien ce livre, qui est tout ce travail de réparation de nos cicatrices et de les rendre belles et d'en être fiers. Exactement. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci infiniment. Et Sandrine. Puis, je remontre alors à tout le monde la couverture de ton livre parce qu'elle est très jolie. Elle est magnifique. J'étais vraiment très émue et j'ai beaucoup remercié le concepteur parce que je la trouve sublime et tout à fait en accord avec ce que je voulais faire. Et puis, je te souhaite une très bonne fin de dimanche et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci Sandrine. Au revoir. Au revoir. Alors, si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!